Bonjour, ici on va aborder le chapitre numéro 5. Ce chapitre traite des coefficients calorimétriques. Il va être décomposé en 6 parties. La 5.1 est consacrée aux coefficients calorimétriques. La 5.2 en relation entre les coefficients calorimétriques. La 5.3 traite la transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait. La 5.4 étudie le cas du gaz parfait. La 5.5 traite les coefficients calorimétriques pour le gaz parfait. Et la 5.6 application détente de Joule Gay-Lussac. Alors, la 5.1 coefficient calorimétrique. Soit un système effectuant une transformation élémentaire quasi-statique entre un état 1 et un état 2. Sa variation élémentaire de l'énergie interne s'écrit dU égale à delta W plus delta Q. Puisque la transformation est réversible ou quasi-statique, le delta W est égal à moins PDV. Donc dU est égal à moins PDV plus delta Q. À partir de cette relation de dU, on peut exprimer delta Q égale à dU plus PDV. Alors, notre étude va être sur la chaleur échangée par le système lors d'une transformation infinitésimale quasi-statique pour déterminer les coefficients calorimétriques et les identifier. Alors, commençons en supposant que les variables indépendantes de notre système thermodynamique sont la température et le volume. Dans ce cas, la différentielle de U s'écrit d rond U sur d rond T à volume constant dt plus d rond U sur d rond V à température constante dV. On va introduire cette expression de du dans l'expression de la chaleur. Et ça va devenir d rond U sur d rond T à volume constant dt plus d rond U sur d rond V à température constante plus dP dV. Une fois qu'on est arrivé à cela, on va comparer ceci avec l'expression de la chaleur en fonction de la température et du volume. Ces expressions de chaleur, on les avait données dans le chapitre précédent. Ici, delta Q est égal à CV dt plus L dV. CV
et L sont des coefficients calorimétriques qu'on cherche à identifier. Donc, comparant ces deux relations, on a CV est égal à d rond U sur d rond T à volume constant. Et L égale à d rond U sur d rond V à température constante plus dP. Retenez bien ces relations-là. Remarque, CV est la capacité thermique à volume constante. Elle est toujours exprimée en joules par Kelvin. Alors que petit l, c'est la chaleur nécessaire qui provoque au cours d'une transformation réversible et isotherme une variation de volume égale à 1 mètre cube. L'unité de L, c'est le joule par mètre cube. On va reprendre le même raisonnement que dans petit a, dans ce petit b, mais en considérant la température et la pression comme variables indépendantes. On a toujours une transformation infinitésimale réversible. L'expression de ΔQ en fonction de l'énergie interne et de PDV, on l'avait exprimé dans la diapositive précédente, c'est égal à DU plus PDV. Et à cette expression, on va rajouter VDP et on va retrancher moins VDP. Donc si on rajoute et on retranche la même chose à une équation, donc l'équation n'est pas modifiée. Après cela, on va ramener VDP avec DU et plus PDV et on laisse seul moins VDP. Alors cette expression, c'est égal à la dérivée ou à la différentielle de U plus PDV moins VDP. Cette expression, on la connaît, c'est l'enthalpie H. H est égal à U plus PV. Donc je remplace U plus PV par H. Donc l'expression de la chaleur élémentaire échangée par le système, c'est égal à DH moins VDP. Je prends la différentielle de DH en fonction de la température et de la pression. Donc ça va s'écrire d rond A sur d rond T à volume constant dt plus d rond A sur d rond P à température constante dP. Cette expression, on va l'introduire dans l'expression de la chaleur et on va regrouper les termes en dP et on va arriver à cette expression-là. D rond A sur d rond T à volume constant dt plus d rond H sur d rond P à température constante moins V dP. Donc, cette expression de la chaleur est en fonction de deux variables indépendantes, la température et la pression. Donc, on prend l'équation de la chaleur qu'on connaît en fonction de la température et de la pression, qui s'écrit sous forme de Cp dt plus HdP, pour identifier ces coefficients calorimétriques, Cp et H, en comparaison avec cette expression qu'on vient de trouver de ΔQ. Donc Cp est égal à d rond H sur d rond T à volume constant. H est égal à d rond, petit h est égal à d rond H
sur d rond P à température constante moins V. H, ou petit h, c'est la chaleur nécessaire provoquant au cours d'une transformation réversible isotherme une variation de la pression de 1 pascal. L'unité de H, c'est joule par pascal. Cp, dont l'unité est joule par Kelvin, c'est la capacité thermique à pression constante. Résumons ce qu'on a trouvé jusqu'à maintenant. On a trouvé le CV, c'est d rond U sur d rond T à volume constant. On a trouvé le petit l est égal à d rond U sur d rond V à température constante plus dP. Cp égale à d rond H sur d rond T à volume constant. Et petit h est égal à d rond H sur d rond P à température constante moins V. Il ne reste d'autres coefficients calorimétriques à déterminer, qui sont le lambda et le mu. Dans ce cas-là, il faut prendre comme variable indépendante la pression et le volume. Donc, lambda, c'est comme si c'est le delta Q sur dP à volume constant. Et mu, c'est le delta Q sur dV à pression constante. Alors là, je vous représente les 4 équations de la chaleur élémentaire avec les 6 coefficients calorimétriques, CV, Cp, LH, lambda mu. Il nous reste à déterminer lambda et mu. Dans 5.2, relation entre les coefficients calorimétriques. C'est la relation entre les coefficients calorimétriques qui va nous permettre de trouver lambda et mu. Si l'on exprime la différentielle de la température en fonction du volume et de la pression, donc on peut écrire dt est égal à d rond T sur d rond V à pression constante dV plus d rond T sur d rond P à volume constant dP. Et on va prendre cette expression de dt, on va l'introduire dans un premier temps dans l'équation ou dans l'expression 1 que nous avons ici, ça veut dire le CVDT plus LDV. Et l'équation de la chaleur va devenir ceci. dP dV. En faisant la comparaison avec l'expression 3 de la chaleur, lambda dP plus mu dV. Donc j'ai lambda est égal à CV d rond T sur d rond P à volume constant et mu est égal à CV d rond T sur d rond V à pression constante plus 1. Donc je viens de trouver deux expressions, une pour lambda et pour mu. Par contre, si je prends l'expression 2 et je remplace le dt par son expression ici, je vais pouvoir identifier lambda de cette manière-là. Cp égale à d rond T sur d rond P à volume constant plus H. Et mu est égal à Cp d rond T sur d rond V à pression constante. Donc là, je viens de trouver les expressions de lambda et de mu en fonction de Cp et de H.
et je les appelle ces expressions 1' et 2'. Alors qu'ici, j'ai exprimé les mêmes coefficients calorimétriques, lambda et mu, en fonction de CV et de L. Et je les ai appelés 1 et 2. Par identification, entre les relations 1 et 1' et 2 et 2', on trouve L est égal à Cp moins Cv dérond T sur dérond V à pression constante et que H est égal à Cv moins Cp dérond T sur dérond P à volume constant. Et que lambda, qui est égal à delta Q sur dP, c'est égal à Cv dt et dérond T sur dérond P à volume constant. Et mu, qui est égal à delta Q sur dV à pression constante, c'est égal à Cp dérond T sur dérond V à pression constante. Ainsi, les 6 coefficients calorimétriques ne sont donc pas indépendants. On peut tous les calculer à partir de 2 d'entre eux et de l'équation d'état. Ici, je vous donne un tableau dans lequel est reporté le coefficient calorimétrique Cp ou le coefficient calorimétrique à pression constante dans les conditions normales, à 25 degrés Celsius et à 101,3 kPa, ça veut dire une atmosphère. Et ici, on donne le nom des éléments, aluminium, argent, argon, ici leurs abréviations, leurs formules, l'aluminium, le carbone, l'hydrogène. Alors, remarquez bien que les gaz dans la couche périphérique n'est pas saturée, ne peuvent pas être donnés sous forme atomique. Donc, ici, le Cl2, le chlore, c'est 2 chlore, Cl2. Le fluor, F2, l'hydrogène H2, oxygène, O2. Alors que pour les gaz dont la couche périphérique est saturée, ou aussi on les appelle les gaz rares, comme le krypton, c'est un gaz monoatomique. Alors qu'ici, cela c'est des gaz diatomiques. C2, F2, H2, O2. Alors le krypton c'est un gaz monoatomique. Le néon aussi. Le xénon. Le radon. Etc. Donc voilà, ici c'est les valeurs des capacités thermiques massiques. Donc ça veut dire par unité de masse, exprimé en joules, grammes, degrés Celsius. Donc à titre de comparaison, pour les comparer entre elles et voir ce qui sont importantes, comme le cas ici de l'hélium, qui est aussi un gaz, etc. Maintenant, dans le 5.3, on va comparer
des transformations isothermes et adiabatiques. Donc, le titre de 5.3 est nommé Transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait. 5.3.1, position relative des courbes isothermes et adiabatiques. Donc, supposons on part d'un état à 0, qui se trouve ici, c'est le petit point noir, caractérisé par PVT, son variable d'état, d'une mole d'un gaz parfait, donc n petit n égale une mole. Alors, soit une transformation isotherme réversible, et une transformation adiabatique réversible. Donc, on a deux types de transformations à partir de A, une isotherme réversible et l'autre adiabatique réversible pour une mole d'un gaz parfait en partant de l'état initial à 0. Et on veut voir comment ils se comportent l'une par rapport à l'autre, c'est-à-dire au niveau de leur pente, quelle est la courbe qui possède la pente la plus importante, la courbe de l'adiabatique ou la courbe de l'isotherme. Alors, comme on avait dit tout à l'heure, c'est un gaz parfait, une mole d'un gaz parfait, donc l'équation d'état c'est PV égale RT. Je veux calculer la pente de l'isotherme, je n'ai qu'à dériver, puisque je suis dans le diagramme PV, donc je dérive P par rapport au volume, d rond P sur d rond V pour l'isotherme à température constante, en prenant cette formule-là, où l'équation d'état c'est moins RT sur V carré, et RT c'est PV, donc c'est moins P sur V. On va faire la même chose pour la transformation adiabatique. Donc la transformation adiabatique, ça veut dire que le système n'échange pas de chaleur. Donc delta Q adiabatique est nul. Et je veux faire apparaître la pression et le volume, donc je vais choisir l'expression de la chaleur sous forme de P et de V. Donc c'est lambda dP plus mu dV égale à 0. Donc la pente, c'est dP sur dV, c'est d rond P sur d rond V adiabatique, et c'est égal, à partir de là, à moins mu sur L, sur lambda. Donc je vais exprimer ce rapport-là, sachant que l'expression de mu, comme on l'avait déjà établi dans la diapositive d'avant, c'est ça, et pour lambda, c'est ceci. Donc j'introduis dans U sur lambda, je remplace, et j'aurai finalement moins Cp sur Cv d rond T sur d rond V à pression constante fois d rond P sur d rond T à volume constant. Je fais appel à la relation de Ricci pour exprimer ce produit-là. Donc, à partir de la relation de Ricci, je trouve que ce produit-là, c'est égal à moins 1 sur ça. À moins 1 sur d rond V sur d rond P à température constante. J'utilise les règles des dérivées, donc ça, c'est égal à moins d rond P sur d rond V à température constante. Donc je vais remplacer ce produit-là et la pente de l'adiabatique, ça devient moins Cp sur Cv, d rond P sur d rond V à température constante, ça veut dire la pente de l'isotherme. Ça veut dire c'est égal à moins P sur V. C'est ce qu'on va voir
dans la diapo suivante la pente de la diabatique dans le diagramme de Clapeyron, PV, d P sur d V à diabatique est égal à un coefficient gamma d P sur d V à température constante et la pente de l'isotherme c'est P sur V, donc c'est moins gamma P sur V. Et gamma, c'est le rapport de Cp sur Cv. Il est toujours supérieur à 1. Donc en prenant les valeurs absolues de ces pentes, parce que ce sont des pentes négatives, donc on prend leur valeur absolue, et on trouve que la pente de la diabatique est bien supérieure à la pente de l'isotherme. Cette courbe-là en bleu, c'est la courbe de la diabatique, et cette courbe-là en orange, c'est la courbe de l'isotherme. Donc on voit que la pente de l'isotherme, de la diabatique, est plus importante que la pente de l'isotherme. Ça veut dire que celle de la diabatique, elle est plus inclinée que celle de l'isotherme. Dans le diagramme de Clapeyron, la pente de la diabatique est supérieure à la pente de l'isotherme. Donc toujours, lorsque vous allez dessiner une isotherme à côté d'une adiabatique, faites bien attention à ce que la pente de la diabatique doit être plus importante que la pente de l'isotherme. Si vous faites l'inverse, c'est faux. Alors faites bien attention. Passons à 5.3.2, équation de la transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait. Donc tout à l'heure, on a établi cette relation-là, celle-là. Or, dans le cas d'un gaz parfait, à 1 mol, PV est égal à RT. Donc le calcul de d P sur d V, ça nous donne moins RT sur V carré et après moins P sur V. P et V sont positives, donc la pente est négative, comme je vous ai dit tout à l'heure. Les deux pentes sont négatives. Cherchons à intégrer maintenant cette équation. J'ai dP sur P, dP sur P égale à moins dV sur V. L'intégrale de dP sur P, c'est l'intégrale, c'est le logarithme népérien de P. Et l'intégrale de dV sur V, c'est le logarithme népérien de V. Donc c'est égal à moins le logarithme népérien de V plus une constante d'intégration. Je fais la même chose dans le cas de la diabatique. C'est égal à moins, donc à gamma d P sur d V de l'isotope, donc c'est moins gamma P sur V. Et je sépare les variables en P, les expressions P et celles en V pour effectuer l'intégration. dP sur P égale à moins gamma dV sur V. Logarithme népérien de P est égal à moins gamma logarithme népérien de V plus une constante. On va réarranger les deux équations, celle qu'on a obtenue par l'intégration de la pente de l'isotherme et celle qu'on a obtenue par l'intégration à partir de la pente de la diabatique. Et on arrive à logarithme népérien de PV égale constante et avec la deuxième, logarithme népérien de P, V à la puissance gamma égale constante. Ce qui veut dire que PV est égal constante, ça on le sait,
puisque la température est constante, c'est isotherme. Isotherme, température constante, donc R, c'est une constante, ce qui veut dire que PV est une constante. Et on vient d'obtenir une nouvelle information que PV à la puissance gamma est constante pour la transformation adiabatique. Cette nouvelle relation qui est valable pour les transformations adiabatiques réversibles d'un gaz parfait, PV gamma égale constante, on l'appelle l'équation de Laplace. Conclusion, lors d'une transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait, on a PV gamma égale constante, c'est l'équation de Laplace. Et à partir de cette équation, on peut en trouver d'autres. Ici, elles mettent en relation la pression et le volume. On peut en trouver une autre. On met en relation la température et le volume. C'est TV à la puissance gamma moins 1. Il suffit de remplacer la pression par l'équation du gaz parfait. C'est RT sur V. Et sur V, ça nous donne gamma moins 1. Et T, V, gamma moins 1. Et R, c'est une constante, donc ça devient une constante ici. Et de la même manière, on peut exprimer transformer cette équation de Laplace en fonction de la température et de la pression. Ça veut dire en essayant de faire disparaître le volume ici. En utilisant toujours l'équation du gaz parfait PV égale RT. Et on trouve T gamma P puissance 1 moins gamma égale constante. Si j'élève tout à la puissance 1 gamma, donc ça devient T P1 moins gamma sur gamma égale à constante. Donc toutes ces 4 relations sont valables dans le cas d'une transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait. Donc on va choisir dans la résolution des problèmes celle dont on possède la valeur des variables. Si on a la température et la pression, on va utiliser celle-là ou celle-là. Quand si on possède la température et le volume, on va utiliser celle-là. Et maintenant, là, si on a la pression et le volume, on utilise celle-là. Le 5.4, cas du gaz parfait. 5.4.1, le modèle du gaz parfait. On va définir comment on définit le gaz parfait. Dans un gaz parfait, parfait, ça veut dire idéal. Les molécules sont supposées identiques et de très petites dimensions. Donc, le gaz parfait est constitué de petites molécules de petites dimensions et identiques. En plus, ces molécules n'ont pas d'interaction entre elles, sans interaction mutuelle. Donc, ça veut dire qu'ils ne se dérangent pas mutuellement. Et finalement, ils sont animés de vitesses dont les directions sont aléatoires et de même probabilité. Donc, il n'y a pas de direction privilégiée. Ils peuvent partir dans toutes les directions d'une manière aléatoire. Le 5.4.2, énergie interne du gaz parfait. Comme les énergies d'interaction entre les particules dans un gaz parfait sont négligeables, ça veut dire qu'il n'y a pas d'interaction, il n'y a que de l'énergie cinétique, il n'y a que du déplacement ou de rotation. Donc ça veut dire que l'énergie potentielle
interne totale dans le cas du gaz parfait est nulle. Donc l'énergie interne du gaz parfait est des fonctions uniquement de l'énergie cinétique interne totale de toutes les particules qui composent le gaz parfait, ici, si grand N. Alors, N, nombre total de particules qui composent le gaz parfait, et UCI, c'est l'énergie cinétique de translation et de rotation. Ça veut dire que les particules du gaz parfait peuvent se déplacer sur une droite, linéairement, mais aussi ils peuvent tourner sur eux-mêmes. Donc la particule peut faire des rotations et des translations. Comme la Terre, lorsqu'il tourne autour du Soleil, il effectue deux types de mouvements. Un mouvement de translation autour du Soleil, mais en même temps, elle tourne autour d'elle-même, qu'on appelle le mouvement de rotation, ce mouvement qui nous donne la nuit et le jour. Alors que le mouvement de translation nous donne les saisons, les 4 saisons. Donc ceci dit que à chaque particule I, on a deux types d'énergie cinétique. L'énergie cinétique liée à sa translation et l'énergie cinétique liée à sa rotation. Et la somme des deux nous donne l'énergie cinétique interne totale d'une particule. Si la vitesse de cette particule est VI, son énergie cinétique de translation, c'est 1 demi mvi carré, plus l'énergie cinétique de rotation. Retenez bien ce qu'on vient de trouver là, parce que il va nous servir dans la deuxième partie de ce chapitre. Cette première partie va finir ici. Donc, récapitulons. EIC translation, c'est l'énergie cinétique de translation de la particule I. UIC rot, c'est énergie cinétique de rotation de la particule I. Ici, je vous montre le tableau périodique des éléments. En rouge, c'est les gaz. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les gaz parfaits. Donc ici, c'est les gaz. Alors, il y a deux types de gaz. Ici aussi, c'est les gaz, c'est l'hydrogène. Dans la couche périphérique, n'est pas saturé. Donc, on le trouve toujours sous forme de deux atomes. C'est un gaz diatomique, H2. Par contre, l'hélium, sa couche périphérique est saturée. Donc, on le trouve sous forme monoatomique. Il y a d'autres gaz qu'on trouve sous forme monoatomique, comme le néon, l'argon, le krypton, le xénon et le radon. Ceux-là, on les appelle les gaz rares. Ils n'interagissent pas avec d'autres corps. Donc, c'est des gaz inertes. On les appelle aussi des gaz inertes parce qu'ils n'entrent pas en réaction. Ici, vous avez l'azote, le nitrogène, l'oxygène, le fluor et le chlore, qui sont des gaz dont la couche périphérique n'est pas saturée, donc on les trouve toujours en diatomique.
C'est N2, on trouve ça N2, O2, F2, Cl2, H2. Ceux-là sont toujours des gaz diatomiques. Et ceux-là sont des gaz monoatomiques. Voilà, c'est terminé cette première partie du chapitre 5. On va aborder, Inch'Allah, la deuxième partie de ce chapitre.